Interpares, c'est la numéro 5. Et aujourd'hui, pour la numéro 5, je vais vous lire, notamment, feuilleter avec vous, très rapidement, un ouvrage paru cette année encore, 2020, lecture de Laurent Albarracin, aux éditions Lurlure. Les éditions Lurlure, apparemment, elles sont situées à Caen. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Et Laurent Albarracin, lui, je le connaissais pour avoir lu certains de ses livres, notamment ceux publiés aux éditions du Réal Gare, mais aussi parce qu'il y a la revue Catastrophe que je cherchais. Mais si je l'enlève uniquement de la main droite, je vais faire s'effondrer toute la pile que vous ne voyez pas en hors-champ, et ça va être une vraie catastrophe. Oui, la revue Catastrophe, elle est dirigée par un triumvirat, dont fait partie Laurent Albarracin, avec Guillaume Condello et Pierre Vinclair. J'en ai déjà parlé, peu importe. Donc Laurent Albarracin, il est poète, il est écrivain, il est éditeur aussi. La maison d'édition Le Cadran Ligné, c'est lui. Et il est aussi critique de poésie. Et dans cet ouvrage, il rassemble un certain nombre de ses recensions, de ses chroniques consacrées à un certain nombre de poètes contemporains. Alors, ce serait peu dire que j'ai fait des découvertes. Je ne connaissais en fait quasiment aucun, ou très peu, je ne sais pas, un cinquième à tout casser, des poètes qu'il chronique. Certains d'ailleurs n'étaient que des noms, mais j'ai envie de dire que oui, pour ceux que j'ai lus, il doit y en avoir, oui, 1 sur 5, et encore je suis certainement généreux avec moi-même. Je vais simplement, en feuilletant avec vous cet ouvrage, prélever en quelque sorte 3 chroniques, 3 poètes qui ont retenu mon attention, et je me le note aussi pour moi-même. À la page 75, il consacre une chronique à la recension de Traités et vanités d'Anatote. Et Anatote, je ne l'ai jamais lu, mais voici ce qu'il en dit. On pourrait attacher la poésie d'Anatote à une source présocratique encore active chez certains poètes aujourd'hui, qui pensent le monde à la manière de philosophes bruts ou de métaphysiciens primitifs. Je songe à des poètes comme Valère Novarina, Jean-Luc Parent ou Christophe Tarkos. Il ne s'agit pas pour eux ni pour elles d'écrire de la poésie en philosophe, mais bien plutôt et bien mieux de philosopher en poète. Ils sont en quête d'un logos qu'il ne faut pas dégager mais enfouir davantage pour le mêler au monde, logos d'autant plus ressenti comme agissant dans le monde qu'il y est inextricablement enraciné. C'est un mot inextricable, le mot inextricable. Et la verbe inextricablement. Et il cite à la page suivante. Quelle est cette matière? Elle est la matière. Dans quelle direction pousse-t-elle? De l'avant, toujours en avant. Toujours elle avance, toujours elle force l'obstacle, se fraye un chemin. La matière passe. Est-elle passée qu'elle passe encore? Il n'y a pas d'arrêt au passage de la matière en marche. Et donc ça, c'est une citation d'Anatote. Puis il y a une autre poète, et récemment sur Twitter, on a essayé un petit peu de débrouiller la question poète ou poétesse pour les femmes poètes. Et cette question est totalement en suspens et elle dépend énormément en fait des praticiennes elles-mêmes, des écrivaines elles-mêmes. Alice Masséna, qui a publié en 2013 aux éditions Les Hauts-Fonds La Vouivre encéphale. Les 3 titres que rassemble ce livre en rebuteront plus d'un dans la violence ricanante de leur formulation. La mandragore aux escarres, la vouivre encéphale, le crâne épithalame. Ils disent assez combien Alice Masséna se tient à l'écart du bon goût qui est le goût tiède du siècle. Ils disent aussi qu'elle ne craint pas l'arbitraire des images, de certains automatismes verbaux auditifs venant en droite ligne du surréalisme. Et il cite, donc je n'ai toujours pas lu d'Alice Masséna, donc je suis obligé de citer via Laurent Albarracin. En verve, l'autre de la vulve aux piteuses exclame « Je voudrais tant ses cheveux en crime, ses abruptes, la paroi. Peut-être l'insipide se fait-il là. Pas un pleur, juste une humeur de battu qui croît et les horizons s'enflammeraient. Encore et toujours de serpe, le pétrin plein de mains qui s'incommode au balcon d'une corde à scander la chamade. » Et il commente, Laurent Albarracin, « Je répète que le sens en est moins obscur que ténébreux, brillant d'un éclat noir, dans cette montée en panique du poème, jusqu'à ce que les mots ne se tiennent plus qu'à leur créneau, à leur limite aussi coupante, la serpe, que de rupture, le balcon de la corde. » Et 3e poète, et cette fois-ci un homme dont Laurent Albarracin a écrit la recension reprise ici dans ce volume lecture, appelé tout simplement, tout sobrement, lecture au pluriel, c'est Bartolomé Ferrando, dont la traduction de l'espagnol par Serge P. aux éditions du Dernier Télégramme en 2014 s'intitule Solitude magnétique. J'essaierai, si j'y pense, de mettre les références non seulement des livres dont je parle dans la vidéo,
mais aussi des livres qui sont recensés par Laurent Albarracin, et donc du coup j'ai un peu parlé. Bartolomé Ferrando est d'abord un poète sonore, un performeur, un adepte de la poésie action, un expérimentateur dans le domaine où poésie et musique se rejoignent, tentent des aventures communes. À première vue, cette position sur la scène artistique devrait le tenir éloigné de la poésie en tant qu'elle est productrice d'images poétiques, tant il semble exister le plus souvent un divorce ou une mésentente entre la poésie action et la poésie écrite, sauf chez un Serge Pey, qui pratique les deux avec une aisance certaine. Or, il se trouve que le livre que publient les éditions Dernier Télégramme, traduit de l'espagnol, et préfacé par Serge Pey, justement, donne à voir des poèmes extrêmement imagés. Plus loin, il y a dans cette écriture comme une cacophonie visuelle. Tout est morcelé, hérissé d'éclats, de chaos nerveux, de chutes d'objets dans leur contraire. Tout est finalement impossibilité réalisée. Et Albarracin cite, comme exemple de ce qu'il vient de dire, sur le verre élastique de l'air, pendent des dentelles irrégulières et transparentes. Et il commente ensuite admirablement ces vers. Alors, comme j'essaie de ne pas dépasser les 10 minutes ou pas trop dépasser les 10 minutes, pour Santine Terre Paresse 5, c'est un peu mal barré, mais c'est parce que j'arrête pas de m'interrompre aussi. Lecture de Laurent Albarracin, ça m'a fait penser à deux choses très vite, à deux livres. Brisé de Michel Derys, que j'ai acheté quand j'étais étudiant. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait, j'adorais déjà Michel Derys, c'est un auteur très important et je n'en ai jamais parlé dans ces vidéos. Mais Brisé, c'est un peu pareil, c'est une sorte de collection comme ça, un peu hétéroclite, et sans réelle unité, et c'est vraiment pas une insulte ou un outrage que je fais à Laurent Albarracin en disant ça. Et c'est certainement pas un outrage que de dire que lire son livre m'a fait penser à Brisé de Michel Derys. Parce que dans ce livre-là, il y a des fois, alors sauf qu'il ne parle pas à chaque chapitre d'un écrivain, d'un auteur, d'un peintre, mais il y a parfois des textes qui sont des textes de l'ordre de l'essai, de la notation, de l'aphorisme un peu étendu, on va dire, ou élargi. Mais ce qui m'avait marqué beaucoup quand je l'ai lu il y a donc pas loin de 30 ans, c'est ce bref chapitre-là, qui fait même pas 4 pages, à la page 89 dans l'édition Folio Essai, Michel Fardouli-Lagrange et le roman poétique. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de Michel Fardouli-Lagrange, et dois-je l'avouer, je n'ai encore, à l'heure où je vous parle, alors que Léris a attiré mon attention sur Michel Fardouli-Lagrange il y a près de 30 ans, je n'ai encore jamais lu Michel Fardouli-Lagrange. Et donc, il parle de Sébastien l'enfant et l'orange, et il parle d'un autre livre qui s'appelle, je ne sais pas, non, c'est le seul en fait dont il parle, pardon, qui est une prose poétique. Et donc il écrit des choses, Léris, comme dans l'œuvre de Fardouli-Lagrange, les deux pôles de la création proprement littéraire se trouvaient conjugués en un équilibre frappant. Comme dans le plus naturaliste des romans, la référence au quotidien s'y avérée continuelle. Comme dans le poème le plus subjectivement lyrique, la réalité s'y trouvait à chaque instant transfigurée ou mise en pièces. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait marqué à quel point on peut lire ce texte de Léris comme un vrai texte de Léris, avec toutes les connotations et les implications que ça donne, et comment en parlant d'un écrivain qui est tombé dans l'oubli quand même, je ne suis pas en train de me poser en repère absolu, mais enfin Michel Fardouli-Lagrange, on ne voit pas trop passer son nom quand même. Et donc comment un écrivain qui passe à la postérité, parlant d'un écrivain qui n'est pas passé à la postérité, dit quand même des choses extrêmement intéressantes et dont on peut tirer substance sans avoir lu le livre. Et donc c'est une vraie question sur la critique en fait. Et c'est un peu pour ça que ça m'a fait penser au texte de Laurent, au livre de Laurent Albarracin, c'est que sans avoir lu l'immense majorité de ses poètes, c'est un livre que j'ai quand même lu avec intérêt. Alors de temps en temps j'étais un petit peu détaché quand même, mais globalement c'est un livre qui se lit sans connaître les poètes. Alors heureusement, bien sûr, et c'est un des objectifs du livre, je rassure de ce point de vue-là l'auteur, l'éditeur, etc., ça donne envie d'aller lire un certain nombre de ces poètes. Et le dernier clin d'œil que je ferai, ou le dernier pont que j'établirai entre Laurent Albarracin et un autre livre de ma bibliothèque, c'est cet essai, ou ce recueil d'essais du poète américain Dana Gioia, à peu près aucun rapport avec Laurent Albarracin, c'est presque des antipodes ou des extrêmes opposés. Can Poetry Matter? Et la raison pour laquelle ça m'y a fait penser, je suis allé rechercher ça, c'est le début du chapitre Short Views, dans lequel Dana Gioia explique que dans les pages qui suivent, il reproduit un certain nombre de recensions qu'il a faites pour la presse, et de recensions qui faisaient le point sur l'œuvre, ou même des œuvres collected ou complete d'un certain nombre de poètes contemporains. Et voilà ce qu'écrit, et je vais dépasser les 10 minutes, je vais dépasser les 10 minutes, voilà ce qu'écrit Dana Gioia. Et vous allez voir pourquoi je fais le rapprochement entre les deux.
I have done more omnibus reviews than I care to remember. They require an immense amount of time. They pay miserably, and they usually attract little attention. Vous avez remarqué, ça, c'est vraiment pas Albarracin. Hein. They pay miserably. Le mec, il se plaint qu'il touche pas d'argent. Pourquoi pas, hein, mais la question économique, elle est importante. Hein. Mais voilà, de ce point de vue-là, c'est très américain comme recueil d'essais. Bon, je commence pas à commenter, parce que je vais dépasser les 12 minutes après. They pay miserably, and they usually attract little attention. They are, in short, the very model of poetry criticism. Omnibus reviews, however, do offer one genuine advantage to the critic. They broaden his or her sense of what is actually being written, the good, the bad, and the unendurably awful. One always finishes these overviews with a new appreciation for one's ignorance of the full diversity of contemporary poetry, and that awareness is healthy for any critic. Et donc là, c'est là où ça se rejoint. Le poète critique et le critique poète, en fait, ne font qu'un. Et celui qui recense et qui est obligé, en quelque sorte, c'est ce que dit plus ou moins Dana Gioia, de se taper, de s'infuser des quantités de poésie contemporaine, eh bien, en fait, ça lui permet aussi d'avoir un regard beaucoup plus acéré, une connaissance beaucoup plus fine, et aussi de revenir sur son propre travail. Et je n'ai pas le temps de le lire, mais dans Albarracin, dans Lecture d'Albarracin, il y a une préface qui s'appelle En guise de préface. Il dit pas ça, mais il dit presque ça. Allez, inter pares, c'était la 5e. À la prochaine.